Voilà, bonjour à tous. Donc sur cette première table ronde, on voulait évoquer un petit peu l'intelligence économique en Tunisie. Chaque année, on a un pays un peu à l'honneur des assises africaines de l'intelligence économique et les conditions particulières cette année ont fait que, comme vous le savez, on peut que les assises sont en ligne avec les problèmes techniques que cela engendre. Alors, peut-être pour introduire un petit peu les propos, donc nous avons sur cette table ronde quatre intervenants. Hichem Elfil, consultant en intelligence économique, membre fondateur d'une des associations d'intelligence économique, la TIE, en Tunisie, membre représentant également du CAVI en Tunisie. Fatma Chishti, qui est également membre fondatrice d'une autre association d'intelligence économique, l'ADVIC, et enseignante spécialiste en intelligence économique. Nous avons également Kaïs Selami, président de l'UTICA et membre du patronat tunisien, et le président Mouakar, président de la CCI Tunis et de la CPC-CAF, pour nous parler un petit peu justement de l'intelligence économique dans le pays, en Tunisie, voir comment ça a pu évoluer, quels sont les freins, quelles sont les difficultés rencontrées. Peut-être pour commencer, Hichem, vous pourrez nous dresser un petit peu un état des lieux, un rapide historique sur la façon dont l'intelligence économique est arrivée et s'est implantée sur le territoire tunisien. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour. Ravi de participer à cette conférence. Il y a un écho, François. Non, c'est bon. Ah, c'est bon, d'accord. Donc, ravi de participer à cette réunion avec mes collègues et mes confrères qui, de près ou de loin, activent et opèrent dans l'intelligence économique. Et donc, l'état des lieux en Tunisie, la réponse, je pourrais, disons, établir une même réponse que celle que j'avais fait auparavant, il y a de cela une dizaine d'années. L'intelligence économique se réduit en Tunisie malgré quelques, disons, volontés de ceux qui activent dans cette sphère, mais l'intelligence économique reste quand même bien en deçà des aspirations de tous les opérateurs, qu'ils soient des opérateurs économiques publics ou bien privés. Donc, un état des lieux, ma foi, j'ai le sentiment que l'intelligence économique, c'est quand même un peu comme le voyageur qui essaye de rattraper un train ou qui essaye de monter dans un train qui est déjà parti. Donc, il est vrai qu'à un moment donné, et je pense que M. Mounir Mouakher, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Tunis, ne me contredirait pas. À un moment donné, dans les années 2008-2010, l'intelligence économique avait été prise à bras le corps par des organismes tunisiens, notamment le CEPEX ainsi que la CCI, afin de mettre en œuvre un projet qui avait une importance capitale pour les opérateurs économiques tunisiens, mais ce projet est resté pour l'heure, et probablement que M. Mounir Mouakher nous donnerait plus de précisions par rapport à ce projet-là, qui est resté, disons, en latence. Donc, pour revenir un peu à la Tunisie, donc nous savons tous que la Tunisie a été construite depuis les années 70 sur un modèle économique qui a fait ses preuves, mais qui aujourd'hui a montré ses limites. Donc, un modèle économique basé sur la sous-traitance, basé sur l'investissement direct étranger, basé sur le tourisme. Et ces trois piliers de l'économie tunisienne s'inscrivait notamment dans un état d'esprit low cost. Donc le low cost qui a fait, disons, les beaux jours probablement de la Tunisie dans les années 70 et 80 n'est plus d'actualité aujourd'hui. Donc, qu'en est-il actuellement? Donc, on sait que depuis déjà 2 décennies, il y a une certaine érosion
des avantages comparatifs de la Tunisie, et ceci a réduit sa compétitivité tant à l'échelle régionale qu'à l'échelle internationale et sa capacité à attirer des investissements étrangers. Donc, et notamment aussi à développer l'export. J'ai omis de parler de l'export, qui est un des piliers aussi de l'économie tunisienne. Donc, à pouvoir développer l'export dans des produits à haute valeur ajoutée. Nous savons que la valeur ajoutée dans le secteur manufacturier en Tunisie était, disons, très minime. Donc, les stratégies qui ont été développées par les pouvoirs publics mettent trop l'accent depuis une vingtaine d'années sur les subventions et autres soutiens de l'État, alors que l'attention n'est que faiblement portée sur des défaillances de coordination, des défaillances de logistique et autres aspects immatériels de l'environnement économique. Donc, il s'agit donc, à mon sens, aujourd'hui, d'instaurer d'abord, notamment par rapport à ce nouveau modèle économique, d'instaurer un nouveau mode de gouvernance au service du développement général en Tunisie. Donc, c'est dans ce cadre, donc dans l'esprit de trouver, dans l'esprit de rechercher un mode de gouvernance dans un contexte nouveau, dans un contexte économique nouveau, il va falloir à ce moment-là analyser quel est le champ d'appropriation de l'intelligence économique afin d'aboutir à la conceptualisation d'une politique publique de l'intelligence économique. Parce que je reviens souvent à cette notion de politique publique d'intelligence économique qui, à mon sens, est importante en Tunisie parce que disons, les initiatives privées, les initiatives même au niveau du secteur de l'éducation étaient des initiatives timides qui n'ont pas été prises à bras le corps par la sphère publique. Et donc la sphère publique, en se désengageant un peu de ce concept de l'intelligence économique, n'a pas tant servi ceux qui bataillaient depuis une quinzaine d'années pour essayer de faire en sorte que ce concept puisse avoir ses lettres de noblesse dans le champ disons, économique de la Tunisie. Donc cette appropriation de l'intelligence économique et sa mise en œuvre ne pourrait se soustraire aussi à une certaine dimension historique, à la dimension sociétale, à une dimension géoéconomique et politique qui ont façonné la Tunisie. Donc l'intelligence économique en Tunisie devrait aussi, le concept de l'intelligence économique ne devrait pas, disons, être dupliqué tel qu'il est instauré, tel qu'il est enraciné dans d'autres pays, mais plutôt aussi l'inscrire dans la compréhension de l'évolution historique de la Tunisie, notamment celle d'aujourd'hui et depuis une dizaine d'années, où il y a une certaine mutation de la société tunisienne à travers disons, cette mutation à travers un nouveau élan et une nouvelle dynamique politique. Car si on examine bien les politiques industrielles des pays avancés, en termes notamment de prospective et de planification, ces politiques industrielles comportent des projections à l'horizon 2050, c'est-à-dire des projections de 2 générations, alors qu'en Tunisie, nous savons que les projections que nous faisons sont des projections essentiellement politiques, donc c'est des projections, en fin de compte, qui s'adossent à la vitesse de la dynamique politique. Donc, il y a un déphasage entre les stratégies à développer dans une dizaine, disons, à projeter dans une dizaine ou une quinzaine d'années, alors que de l'autre côté, nous avons un champ politique qui, lui, s'inscrit dans le court terme. Donc, il y a ici un déphasage qui devrait être pris en considération par l'intelligence économique afin de voir comment allier ces 2 vitesses, la vitesse politique et la vitesse prospective, allier ces 2 vitesses afin que l'on puisse intégrer l'intelligence économique comme un facteur de développement général de la Tunisie.
Voilà, je pense que dans un premier temps, c'est un peu mon sentiment sur l'intelligence économique que je considère aujourd'hui comme pouvant être un levier d'un nouveau modèle économique et industriel tunisien qui est à bout de souffle et qui doit se réinventer. Donc, et d'un autre côté, nous avons l'apprentissage politique de la démocratie en Tunisie depuis une dizaine d'années qui s'est fait aussi au détriment de l'économie tunisienne. Donc, comment aujourd'hui l'intelligence économique va-t-elle pouvoir s'inscrire, non pas uniquement au niveau des PME, PMI, avec tous les outils de veille, etc., mais plutôt en tant que concept qui va essayer d'allier et essayer disons, de faire en sorte à ce que le volet politique et le volet économique puissent avoir une même vitesse pour la mise en œuvre d'un nouveau modèle économique en Tunisie. Voilà, dans une première, disons, dans un premier jet, voilà, c'est ce que je retiens aujourd'hui, disons, du rôle de l'intelligence économique en Tunisie. Bien, merci Hichem. Donc, notez qu'il y a déjà des choses qui sont réalisées, qu'il y a encore des choses à faire, notamment au niveau d'une stratégie nationale peut-être d'intelligence économique. On va en reparler. Alors, je vais poser la question maintenant à Madame Fatma Turki. Vous êtes experte en intelligence économique, présidente fondatrice de l'ADVIC, l'association tunisienne de veille et d'intelligence compétitive, docteur en sciences de l'information et de la communication et chef de projet en système d'information et intelligence économique dans un laboratoire universitaire. Et vous avez notamment créé un master, une formation spécialisée en intelligence économique en Tunisie. Est-ce que vous partagez l'avis d'Hichem sur cette naissance, enfin, l'arrivée de l'intelligence économique depuis plusieurs années maintenant en Tunisie et sur les évolutions nécessaires qu'il faut mettre en place pour que ce soit un véritable élan? Quelle est votre vision à vous? D'accord. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Je suis ravie d'être aujourd'hui parmi vous pour débattre d'un tel sujet qui me tient particulièrement à cœur. En fait, je suis tout à fait d'accord avec Hichem sur plusieurs points. J'espère que je ne vais pas me redire parce que il y a plusieurs de ces idées que j'aimerais en parler aujourd'hui et avec lesquelles je suis d'accord. Juste, j'aimerais vous donner un petit success story donc, de mon parcours. En 97, déjà, après l'obtention de ma thèse à l'université d'Aix-Marseille 3 en intelligence économique, je voulais justement instaurer la discipline, l'intégrer aussi bien à l'université que sur le terrain. Donc, j'ai essayé à plusieurs reprises d'en parler aux responsables académiques, j'ai même été voir le consul, etc. Donc, pour vous dire que ça a quand même pris du temps pour que j'arrive à mettre en place un master en veille et intelligence compétitive en 2014. Donc, je vais vous en parler. Donc, à la suite de ce master 2014, les anciens du master et les experts qui enseignent avec nous nous ont proposé pour travailler en réseau collaboratif, de mettre en place une association qui est maintenant l'association tunisienne de veille intelligence économique compétitive, créée depuis 2016 que je préside actuellement. Donc, juste pour vous mettre un petit peu dans le contexte, Hichem, il parle d'un point de vue politique et le fait d'avancer ensemble entre la politique et l'économique, c'est très important. Moi, je vais appuyer ce que dit Hichem par un travail de terrain, puisque depuis quelques années, je travaille beaucoup avec les étudiants, je fais du consulting auprès d'entreprises aussi publiques que privées, avec des travaux, des enquêtes, etc. Donc, je vais essayer de vous donner un petit peu un état des lieux un peu plus détaillé. Donc,
Nous savons donc que la compétitivité de l'entreprise passe évidemment par la maîtrise d'informations dans tous les domaines, plus précisément dans son environnement pour acquérir de nouvelles tendances, maintenir une vision du monde dans lequel elle évolue. Donc les pays africains, moi je parle en général des pays africains, notamment la Tunisie, utilisent respectivement leurs atouts pour bien se positionner dans le nouvel échiquier mondial. Donc, comme toute nation qui est dotée d'une économie émergente, la Tunisie, elle est préoccupée par la pérennisation de son développement. Évidemment, donc, elle essaie de préserver son identité entre l'Europe et l'Afrique à la quête de nouvelles capacités de puissance économique et culturelle pour mieux s'adapter à toutes les mutations environnementales. Donc, ça, c'est clair. Donc, à une échelle macroéconomique, il faut anticiper, innover, partager, s'adapter, analyser et enfin protéger son patrimoine et son savoir-faire à travers notamment une politique d'intelligence économique globale. Et à une échelle, par contre, microéconomique, le concept de veille stratégique constitue un cadre de réponse à une volonté donc, stratégique d'adaptation de toute organisation soucieuse d'assurer une réaction rapide à tout type de changement économique, technologique, concurrentiel, etc. Donc ça, c'est le contexte global dans lequel évoluent les pays africains en général et la Tunisie en particulier. Donc, dans ce contexte, j'aimerais vous présenter brièvement l'ATVIC, qui est l'association que je viens de vous en parler, dont je viens de vous en parler, l'association tunisienne de veille d'intelligence économique, qui a été créée en 2016 à but non lucratif. Donc, elle émane d'une action citoyenne suite à la création d'un master donc, qui a été créé avant en veille et intelligence compétitive en 2014. Et ceci a été fait en commun accord avec les experts intervenants et les ex-étudiants du master. Et ce, dans l'objectif, bien sûr, de regrouper un ensemble d'acteurs concernés par la discipline. Donc, qu'est-ce que l'ATVIC a pu faire dans ce contexte-là pour promouvoir cette discipline? Donc, ses principales missions sont de sensibiliser en jeu de la veille à une échelle microéconomique et de l'intelligence compétitive ou économique à une échelle macroéconomique en tant que levier de développement de l'économie tunisienne. Deuxième mission, on essaie de participer au développement de ces disciplines. Et ce, en réunissant des experts, des acteurs professionnels, des universitaires, des organismes acteurs en général, du développement socio-économique, pour bien sûr échanger les différentes expériences et construire ensemble un plan d'action permettant de vulgariser la discipline auprès des institutions aussi bien publiques que privées tunisiennes. Et enfin, on essaie d'engager les professionnels intéressés par des formations pratiques à accompagner la démarche de mise en place d'une cellule de veille stratégique ou un dispositif d'intelligence économique. Donc, nous organisons chaque année un colloque sur l'intelligence économique en Tunisie. On l'a fait au CEPEX, à l'Hôtel Africa, au KEF. On a été au KEF pour décentraliser un petit peu cette démarche. Et on organise d'un autre côté des activités, des ateliers de formation sur la veille, sur les nouveaux métiers du web en général, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, le knowledge management, le community manager. On parle un peu de tout, tous les concepts connexes à la veille. Alors maintenant, j'aimerais souligner, comme a dit Hichem, que dans le cadre d'un diagnostic du contexte tunisien en matière d'intelligence économique, une enquête pratique a été menée par la et ce, dans l'objectif d'étudier les pratiques de la veille au sein des PME tunisiennes. Donc, on fait beaucoup de travail de terrain, que ce soit avec les étudiants ou avec l'équipe de l'ATVIC. Donc, cette enquête nous a permis de dégager des insuffisances qui freinent l'accès des entreprises aux informations utiles pour l'action stratégique. Et donc, si cet accès est freiné, évidemment, la pratique d'une veille efficace sera un petit peu freinée aussi. Alors, je présente quelques-unes de ces difficultés qui sont généralement, j'imagine, valables aussi pour d'autres pays africains. Donc, on a un processus informationnel tout d'abord mal organisé et caractérisé par des difficultés d'accès à l'information.
Il y a aussi un manque de fiabilité des informations disponibles, la non-pertinence des sources d'informations officielles, puisqu'on consulte souvent ces sources officielles lorsqu'on est dans une démarche de veille, et un manque de communication entre les organismes détenteurs d'informations. Des fois, l'information, elle est dupliquée ou alors elle est mal, on n'arrive pas à accéder entre organismes. Deuxièmement, une insuffisance de moyens techniques adaptés. Et là, je parle des outils de veille qui sont adaptés à un dispositif de veille, ils ne sont pas adaptés, voire ils sont inexistants. Ou bien, il existe des outils qui sont complexes et coûteux et non adaptés aux besoins réels, ou bien mal exploités. Troisièmement, on a noté une insuffisance de moyens humains pour pratiquer une veille structurée. Je dis bien structurée parce que souvent on nous dit oui, on pratique de la veille, on a mis en place veille, mais en réalité c'est une simple collecte d'informations. Donc en général, là, le processus de veille est limité à une simple collecte, dont la pratique se fait par des salariés dans des horaires heures supplémentaires ou à mi-temps ou autre, qui ne sont même pas formés à la veille et non concernés directement par sa pratique. Ensuite, une quasi-absence d'une culture de veille. Et ça, c'est clair. Pour mettre en place donc un dispositif de veille, il faut d'abord faire face aux problèmes inhérents à la culture d'entreprise, à savoir le manque de motivation, manque d'esprit de partage de l'information, ou alors sous-estimation du travail collaboratif, résistance au changement. Bon, la résistance au changement, comme pour nouvelles technologies, mais là, on a remarqué que c'est carrément sous-estimé comme activité. Et enfin, la prééminence des sources informelles de collecte et de diffusion des informations. Donc, on a remarqué qu'il y a beaucoup de le bouche à oreille, le relationnel, etc., qui prédomine sur la recherche ou la collecte auprès des sources formelles. Tout ceci, malgré un besoin pressant pour la veille, surtout marketing, la veille réglementaire, technologique, la veille des appels d'offres, la veille commerciale, etc. Bref, donc pour conclure les résultats de l'enquête, on a remarqué que les entreprises tunisiennes n'ont pas encore de tradition confirmée de valorisation des ressources et échanges informationnels ou de gestion de leur patrimoine informationnel, c'est-à-dire n'arrivent pas vraiment à se projeter sur les marchés internationaux. Les administrations aussi sont très cloisonnées, continuent de fonctionner en centralisant l'information au niveau stratégique, ce qui minimise bien sûr l'échange informationnel entre les différents services, même d'une même organisation. Et la veille demeure donc une pratique récente, peu développée, peu structurée, peu formalisée et peu efficace chez les PME tunisiennes. Elle ne figure pas parmi les priorités, en réalité, des dirigeants tunisiens qui lui accordent peu de temps. Toutefois, bon, là, on a eu du travail pendant une décennie ou plus sur cette discipline, que ce soit au niveau académique ou sur le terrain. Nous avons quand même noté une évolution considérable ces dernières années, concernant la motivation des dirigeants d'entreprise à la mise en place de tels dispositifs. Donc, ça évolue surtout ces 4 ou 5 dernières années. Et donc, la motivation a évolué de ces dirigeants à la mise en place de tels dispositifs et à la pratique de la veille comme outil d'aide à la décision. Ils ont exprimé donc un besoin pressant de surveiller leur environnement vers l'acquisition d'un avantage compétitif. Et là, donc, on cite l'exemple des ministères tels que le ministère de l'Intérieur, la Connect, l'ONAGRI, l'INORPI, le PACTEC, le CEPEX, etc. Ça commence donc à évoluer. Donc, à la suite de plusieurs réflexions avec mon équipe au niveau de l'ATVIC, je peux citer quelques recommandations qui ont été dégagées par l'équipe, notamment donc, la nécessité d'un grand travail de sensibilisation auprès des acteurs publics et privés, universités, centres de recherche, etc., sur la culture de l'intelligence économique et de la veille dans les organisations et aussi la gestion de la big data en tant qu'avantage compétitif. Donc, tout ceci dans l'objectif de promouvoir la discipline dans le contexte tunisien. Deuxième recommandation, il faudra valoriser le profil du veilleur animateur capable de gérer un dispositif de veille.
Effectivement, pour le moment, on a un seul master public, master de veille, mais il faudra multiplier les formations dans ce cadre-là, car sur le marché de l'emploi, on demande ce genre de profil. La valorisation du rôle de l'université tunisienne aussi dans la formation de compétences en veille, notamment dans le cadre de masters spécialisés. La nécessité d'instaurer un cadre réglementaire et institutionnel permettant de pérenniser l'activité de veille de l'intelligence économique en Tunisie. Car sans cadre réglementaire, il serait difficile de travailler. Et enfin, l'appui de l'État. Hicham, tout à l'heure, a parlé de la politique, de l'État, etc. C'est vrai on travaille sur le plan citoyen, académique, mais sans l'appui de l'État, on ne peut pas vraiment avancer. Donc, l'État, en tant que soutien à la pratique de l'intelligence économique, est incontournable pour booster la mise en place de tels dispositifs. Là, ça doit impérativement se faire par un engagement de ces derniers et une formulation par une politique publique adaptée dans le cadre du partenariat, par exemple, public-privé. Alors, à mon sens, cette politique aura un double objectif. Donc, d'un côté, protéger les entreprises des aléas et risques du marché. Et là, je parle de l'attitude défensive. Et d'un autre côté, promouvoir l'adoption et l'adhésion de ces entreprises au processus d'intelligence économique pour pouvoir, bien sûr, anticiper, se développer sur le marché, saisir les opportunités d'affaires, etc. Et là, on est dans l'attitude offensive. Donc, dans cet ordre d'idées, à mon sens, il serait nécessaire de développer le contexte socio-économique tunisien, de passer par la formalisation des processus administratifs et organisationnels pour collecter et capitaliser les corpus informationnels, de diffuser aux bonnes personnes au bon moment voulu. Autrement dit, les mettre à la disposition des décideurs pour optimiser la prise de décision. Donc, voilà, en gros, j'insiste aussi encore une fois sur la nécessité de sensibilisation, surtout au niveau, tous les acteurs en fait économiques, mais surtout politiques, au niveau des acteurs politiques, de l'État, à ce type d'initiative, pour continuer à favoriser une prise de conscience globale et non qui se limite à l'académie ou à un secteur précis, permettant de faire de l'intelligence économique un levier de développement de l'économie tunisienne. Et ça, bien sûr, ça peut se faire en poursuivant les objectifs stratégiques du pays et en soutenant les entreprises vers l'acquisition de cet avantage compétitif. Donc, pour finir, en guise de réflexion aux enjeux de l'intelligence économique, cette fois-ci dans le contexte africain, puisque la Tunisie fait partie de ces pays africains, il me semble judicieux de faire émerger plusieurs modèles africains, vu les disparités économiques, culturelles, sociales, etc., entre les différents pays, tout en bénéficiant de la pratique de l'intelligence économique pour collaborer ensemble et faciliter les échanges, ce qui permettra de relever les défis en proposant des solutions concrètes, inspirées, si l'on veut, des pays leaders en intelligence économique, mais absolument adaptées à nos besoins socio-économiques en tenant compte du contexte et des réalités africaines, que ce soit nos moyens, nos ressources, nos compétences, la culture, etc. Donc, ces pays doivent relever le défi qui s'impose à eux aujourd'hui en essayant de produire et diffuser une connaissance, cette fois-ci endogène, qui vient de nos propres pays, produite et maîtrisée par des professionnels de l'information à l'échelle locale, puisque à l'échelle locale, nous pouvons vraiment maîtriser nos besoins et nos ambitions. Donc, voilà, je pense donc que l'Afrique doit créer ses propres modèles de gestion de l'information, de collaborer avec certains pays européens pour revoir ses intérêts et développer un modèle africain d'intelligence économique qui soit adapté à ses ressources et à ses ambitions. Ce dernier pourra donc s'inspirer de ce qui se fait dans les autres continents, tout en étant basé sur les cultures informationnelles africaines. Juste avant de finir, je rebondis un petit peu à ce qu'a dit Hicham tout à l'heure. Effectivement, il y a eu depuis quelques années plusieurs tentatives
de projets d'intelligence économique ou de veille en Tunisie. Juste à titre indicatif, si vous voulez, je cite quelques-uns. Donc, en 1997, il y a eu auprès de l'API un projet de mise en place d'un dispositif d'intelligence économique et qui a fait l'objet de ma thèse de doctorat. Donc, on a instauré un système d'intelligence économique au profit d'un groupe industriel de 17 PME-PMI. En 2008, le CEPEX a mis en place un projet de mise en place d'un dispositif d'intelligence économique à travers le PNUD. En 2010, l'Institut arabe des chefs d'entreprise a lancé le Centre tunisien de veille d'intelligence économique. L'INORPI a mis en place un dispositif de veille réglementaire. En 2012, la Chambre de commerce d'industrie de Tunis a lancé officiellement le réseau tunisien RIAVEC. 2014, bon, il y a eu... Donc, pour vous dire, il y a eu plusieurs tentatives, il y a eu une conscience réelle de l'intérêt d'une telle discipline, mais je ne sais pas, peut-être les confrères pourront nous éclaircir plus sur la poursuite de ces projets ou pourquoi il n'y a pas eu vraiment de suivi de ces projets. Donc, c'est vraiment depuis quelques années qu'il y a eu la conscience de l'intérêt ou des enjeux de l'intelligence économique pour la Tunisie. Voilà, donc je pense que c'est tout ce que je voulais dire. Je laisse la parole à mes confrères. Bien, merci, merci beaucoup pour cette introduction également. On va voir effectivement côté entreprise et partenariat ce qu'il en est des projets que vous avez évoqués. On voit qu'il y a quand même beaucoup de travail qui a été fait depuis plusieurs années, hein, notamment pour la création de votre master et puis du réseau hein, qui suit avec ce master. Monsieur Kaïs Selami, vous êtes de votre côté président de la Fédération nationale du numérique, un organe de l'UTICA, donc du patronat tunisien. Vous êtes également membre du bureau exécutif de l'UTICA, patronat tunisien donc pour ceux qui nous écoutent, et également membre fondateur du Haut Conseil national stratégique de l'économie numérique. Donc, pour vous, l'intelligence économique revêt un côté plus numérique, j'imagine, avec toutes ces attributions. Comment vous voyez les choses sur l'intelligence économique en Tunisie par rapport à ces deux éclairages qu'ont pu nous apporter Monsieur Hichem El-Fil et Madame Khefti? Oui. Bonjour, merci pour cette invitation et félicitations pour ces assises. Et en fait, moi, je vais intervenir effectivement avec la double casquette de bureau exécutif du patronat tunisien et de fédération numérique, hein, donc qui représente le secteur privé du numérique en Tunisie. Et déjà, je rebondis sur ce qui a été dit effectivement par Hichem et Madame Fatma. En fait, je rejoins aussi le fait qu'il n'y a pas vraiment une politique ou une stratégie voulue d'exercer réellement de l'intelligence économique de manière structurée. Donc, en fait, on fait de l'intelligence économique, on l'exerce, mais de manière assez disparate, assez ponctuelle, non institutionnalisée, non industrialisée, si je peux dire aussi. Et cela aussi bien côté public que privé. Et en fait, alors moi je considère que l'intelligence économique, il faut l'exercer effectivement. D'abord, il faut que l'État l'exerce pour l'intérêt de l'État, mais pour l'intérêt aussi de l'économie, du pays, aussi bien public que privé. Mais le secteur privé aussi doit l'exercer pour l'intérêt, bien sûr, de ces entreprises, de secteur privé. Et ensuite, il y a aussi cet exercice d'intelligence économique devrait être fait aussi de manière partagée dans certains cas. Le public et le privé doivent aussi travailler ensemble et fonctionner ensemble pour faire de l'intelligence économique, pour collecter certaines informations très importantes pour un certain développement économique, qu'il soit macro ou microéconomique, et analyser ces informations et faire les actions nécessaires pour cela. Et concrètement, si je prends le cas du secteur numérique,
Alors, d'abord, côté global, économiquement, il y a quand même des choses qui sont faites. Il y a de l'intelligence économique qui est faite et qui est réalisée. Si je prends le cas du patronat tunisien, de l'UTICA, il y a régulièrement des études sectorielles qui sont faites par l'UTICA. Il y a un département économique, il y a une commission économique qui est là pour faire régulièrement des collectes d'informations, des études sectorielles, des études même sur certains États avec lesquels on veut que nos entreprises collaborent. Il y a aussi des comités mixtes entre l'UTICA et ses équivalents dans certains pays en Afrique ou même en Europe, hein, avec le MEDEF en France, avec le patronat italien, avec le patronat allemand, avec différents patronats africains. Et ces comités mixtes interpatronales parfois font des études communes et partagent certaines informations. Il y a aussi, l'UTICA travaille de manière très rapprochée avec l'IACE, l'Institut arabe des chefs d'entreprise en Tunisie, qui est un think tank qui fait beaucoup d'études économiques et qui sont partagées au niveau des patronats ou au niveau du monde des entreprises de manière générale. Il y a aussi bien sûr les chambres de commerce, hein, les chambres de commerce de Tunis hein, qui sont avec nous, les différentes chambres de commerce, il y a des chambres mixtes aussi, Tuniso quelque chose, Tuniso française, Tuniso italienne et autres qui font des études. Et souvent, c'est des études, donc toutes ces études dont je parle, souvent sont des études et de la veille réalisées avec des cabinets internationaux ou différents cabinets d'études et qui est souvent aussi d'ailleurs financé par des organismes internationaux comme l'USAID, comme GIZ. Donc ça, je dis ça parce que pour dire que finalement, ça confirme un peu le fait qu'il n'y a pas vraiment parfois, on est même poussé par ces organismes internationaux pour lancer certaines études, certains chiffres, certains benchmarking. Donc là, il y a un changement à faire à ce niveau-là. Il faut que ce soit volontariste de notre côté, mais c'est la réalité des choses aujourd'hui. On est là pour le dire. Si je prends donc le cas du numérique, on est quand même dans un secteur assez avancé à ce niveau-là. Il y a vraiment il y a des actions réelles qui sont faites de manière régulière sur de la collecte d'informations par rapport au secteur numérique. Il y a 3 ans, on a lancé une initiative Digital Talent pour travailler sur l'employabilité des jeunes et les talents en Tunisie au niveau national et au niveau international. Et là-dessus, on a fait beaucoup de veille et de collecte d'informations avec justement par des cabinets aussi internationaux, avec un benchmarking sur ce qui se passe en Inde, sur ce qui se passe en Angleterre, en France, aux États-Unis. Et c'est des informations qui ont été analysées et utilisées pour dégager ou pour émettre un référentiel des métiers et des compétences en Tunisie, qui est utilisé aujourd'hui par l'ensemble des universités tunisiennes publiques et privées, pour aussi mettre en place un observatoire pour l'emploi du numérique en Tunisie, un observatoire donc, qui sort des chiffres et des études régulièrement sur l'emploi et l'employabilité en Tunisie. Ça, c'est un exemple, mais aussi nous avons, par exemple, vous savez qu'en Tunisie, il y a quand même une initiative, une loi très originale qui se distingue par rapport à beaucoup de pays, aussi bien africains qu'européens dans le monde, qui est Startup Act, qui est une loi spécifique aux startups, d'encouragement aux startups. Mais en fait, cette loi, elle a été émise suite à une veille qui a été faite, suite à une étude très approfondie qui a été faite par rapport à ce qui se fait dans le monde. Et par contre, il y a eu de l'analyse derrière, il y a eu aussi de la créativité derrière, parce qu'on n'a pas justement copié ce qui se passe, mais on a utilisé ce qui se fait et les encouragements qui se font à droite et à gauche pour en faire une loi spécifique à la Tunisie. Et aujourd'hui, beaucoup de pays souhaitent aussi savoir comment cette Startup Act a été faite et souhaitent aussi dupliquer cette expérience qui est très réussie aujourd'hui en Tunisie. Et beaucoup d'autres cas dans le numérique, l'Alliance numérique qu'on a créée il y a 4 ans, l'Alliance numérique franco-tunisienne qu'on a créée il y a 4 ans avec la France pour justement, ça aussi, ça a été fait suite à des études, suite à un certain partage d'informations économiques entre la France et la Tunisie dans le domaine numérique. Et donc, on a décidé de créer cette alliance pour encourager les partenariats tuniso-français dans ce domaine, avec des partenariats entre entreprises françaises et tunisiennes pour travailler ensemble sur un marché international qui peut être en Afrique, qui peut être au Moyen-Orient. Et cette alliance, d'ailleurs, s'est élargie ensuite en une alliance numérique panafricaine et aussi France panafricaine, donc France, Tunisie, Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, Maroc, Cameroun, je ne sais pas si l'Algérie aussi. Donc, on a
on a créé à travers ça tout un réseau de partage d'informations entre les patronats numériques panafricains de différents pays africains. Et la France est avec nous aussi là-dedans, mais ce réseau existe et on échange de manière aujourd'hui en temps réel certaines informations qui nous concernent. Il y a des partages d'expériences justement autour de l'innovation, autour des startups. Donc, il y a des choses qui sont réalisées. On ne les appelle pas, enfin, on le fait sans le nommer. Hein, on ne fait pas ça pour dire qu'on fait de l'intelligence économique. Mais on le fait naturellement parce que de toute façon, le monde de l'économie, en tout cas encore plus le secteur privé, n'attend pas et ne peut pas avancer, se développer, surtout si on a une vision internationale des choses, sans exercer cette intelligence, sans vouloir dire que ce soit forcément de l'intelligence économique. Donc là, ça, c'est certains exemples que je dis. Mais il y a aussi un autre point que je veux signaler quand même, c'est qu'on peut on peut faire de la collecte, on peut faire de la collecte d'informations, on peut faire de la veille, mais si on veut faire vraiment de l'intelligence économique au vrai, jusqu'au bout, comme on dit, il y a aussi l'aspect lobbying dans le bon sens du terme qui doit être fait et qui manque un peu, à mon avis, à la Tunisie au plus haut niveau. C'est-à-dire que chacun fait ce qu'il peut en termes de lobbying, en termes d'influence positive pour, par exemple, faire connaître un secteur donné tunisien, par exemple, le secteur économique donné dans d'autres pays, tout ça, ou faire, je ne sais pas, je prends l'exemple de l'huile d'olive, par exemple, en Chine ou aux États-Unis, ou le numérique aussi en Europe ou aux États-Unis. Donc ça, on a beaucoup d'atouts en Tunisie dans ces domaines-là, particulièrement en innovation, mais en fait, le secteur privé travaille assez seul là-dessus. Et l'État ne fait pas suffisamment, à notre avis, de lobbying au plus haut niveau par rapport à cet aspect-là. Il y a bien sûr l'État veut bien le faire, le fait, essaie de le faire à travers les ministères, à travers certains membres de gouvernement, mais on considère que si on voit ce que font justement plusieurs pays de l'Union européenne, les États-Unis encore plus, et certains pays même en Afrique, je crois que le plus haut niveau de l'État devrait être un peu plus présent, plus percutant, plus agressif au bon sens du terme, encore une fois, pour que justement soutenir l'économie du secteur privé, en tout cas l'économie formelle bien sûr, et faire ce lobbying auprès de différents autres États. Donc, on a beau faire de la veille d'information, de la veille économique, on a beau avoir des secteurs qui sont très, très forts dans nos pays, mais il faut aussi c'est là où il faut qu'il y ait une collaboration très proche entre le public et le privé, entre l'État public et le secteur privé pour faire finalement, c'est de la diplomatie économique, mais vraiment au plus haut niveau qu'il faut faire. Voilà, il y a juste un dernier point que je voulais soulever, c'est justement, là on parlait un peu de la Tunisie, mais il y a effectivement l'aspect panafricain. Je pense qu'il faut vraiment, on est aujourd'hui dans ces assises africaines, et c'est un aspect qu'il faut vraiment développer encore plus. Je pense, si on prend l'exemple de l'Union européenne, c'est un très bon exemple d'intelligence économique collective qu'il y a. Donc, chaque État, bien sûr, travaille de son côté, mais ces États travaillent ensemble aussi pour faire une intelligence économique partagée entre eux, commune entre eux, et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on fasse au niveau africain, et on a tous les atouts pour pouvoir le faire. Il y a l'OUA qui existe, l'Organisation de l'Union africaine, il y a la BAD aussi qui est là, qui peut financer ce genre qui peut institutionnaliser l'OUA avec le levier de la BAD, peuvent, à mon avis, institutionnaliser cette intelligence économique collective panafricaine. Et concrètement, si je reviens un peu à notre métier de numérique, je pense que les atouts aujourd'hui, les innovations numériques le permettent de le faire encore plus facilement. Je vois, il y a un portail d'intelligence économique qui est fait par votre organisation et suite à ces différentes assises qui ont eu lieu. C'est quelque chose qu'on salue vraiment beaucoup, mais je pense qu'aujourd'hui, avec la technologie qu'il y a aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle justement qu'il y a, avec le big data, on vient d'en parler, c'est quelque chose, on peut utiliser ces moyens technologiques d'innovation pour qu'il y ait dans une sorte de plateforme panafricaine d'intelligence économique qui utilise justement l'intelligence artificielle, concrètement en faisant
de la collecte d'informations de manière automatisée à travers le net, à travers les réseaux d'Internet. Et toutes les données, on a un volume de données et d'informations extraordinaires dans le monde à travers le net et on peut automatiser certaines informations. Il y a des outils, il y a des solutions pour cela, de sorte que quelqu'un, concrètement, une entreprise qui souhaite avoir des informations sur un certain pays ou un certain secteur dans un certain pays, hein, je ne sais pas, le riz, l'industrie du riz au Cameroun, ou l'industrie du blé quelque part, ou l'industrie d'automobile dans un autre pays. Donc, ce genre de plateforme peut lui permettre instantanément et en temps réel d'avoir des informations de ce genre. Et c'est tout à fait possible. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, peut être une action suite à ces assises et peut être absolument aussi soutenu par, si c'est par la BAD financièrement et par l'organisation de l'Union africaine. Voilà, je pense que j'ai un peu parcouru différents aspects. Donc, je ne suis pas revenu beaucoup sur l'intelligence économique exercée par l'État, par le public. Je pense qu'on en a parlé tout à l'heure, mais j'ai cité quelques exemples concrets au niveau du secteur privé et le partage d'informations et cette intelligence économique à la fois commune, publique-privée, dans un État donné, comme l'a dit ici, mais aussi commune, panafricain au d'un continent, où ça peut être un sous-ensemble de pays, comme le Maghreb ou comme l'organisation de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est. Merci, merci Monsieur Salami de cette vision côté entreprise, patronat et puis cette vision numérique. On échangera peut-être et puis recevra quelques questions éventuellement par la suite. Nous avons également Monsieur Mounir Mouakar, qui est président de la Chambre de commerce de Tunis et également président de la CPC-CAF. Est-ce que vous nous entendez, vous nous recevez? Est-ce que vous êtes là, Monsieur Mouakar, et nous donner votre point de vue en tant que chambre de commerce, qu'on a cité à plusieurs reprises, acteur important de l'intelligence économique aussi en Tunisie? Le hasard du calendrier a fait que nous avons le plaisir de recevoir son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France. Merci bien. Et Madame la responsable du service économique à l'ambassade. Tu m'entends? Oui, très bien. Merci de ces invités de marque pour les assises africaines de l'intelligence économique. Du coup, on a eu des premières interventions sur la présentation par Monsieur Hichem El Fil sur l'historique de l'intelligence économique en Tunisie, avec les différentes associations qui peuvent exister. Également, Fatma Turki qui a fondé avec difficulté, elle nous l'a dit, un master spécialisé en intelligence économique et en veille en Tunisie. Et puis, on a eu la vision du patronat, la vision plus numérique par M. Kaïs Salami, président de la Fédération nationale du numérique. Ce qu'on voulait, Monsieur le Président, c'est avoir votre vision sur cette stratégie de l'intelligence économique ici en Tunisie, avec les difficultés peut-être qui ont été rencontrées, des projets qui ont été menés. Hichem nous parlait de projets menés il y a quelques années déjà par la Chambre de commerce. Ce qui ressort un petit peu des premières interventions, c'est une difficulté de mobilisation peut-être des acteurs publics et une difficulté d'intelligence collective. Pourtant, il y a des initiatives, hein, M. Salami parlait à l'instant d'activités même panafricaines, voire avec la France ou avec d'autres institutions patronales. Mais quelle est votre vision, vous, du côté de la Chambre de commerce, acteur important, on sait, de l'intelligence économique? C'est pas répondre. Écoutez, merci François. Vraiment, nous avons le plaisir de recevoir. Et le hasard du calendrier a fait que son Excellence l'ambassadeur de France nous accompagne, et Madame la chef du service économique de l'ambassade de France. Oui, effectivement, nous avons tenté il y a quelques années, on a bénéficié d'un soutien financier de la part de nos amis suisses pour créer un réseau d'intelligence économique. En fait, l'intelligence économique, c'est quoi? C'est de récupérer certaines informations utiles
de les analyser et de les mettre à la disposition de l'entreprise privée pour pouvoir échanger, pour pouvoir investir, pour pouvoir se développer, pour pouvoir former. Et donc ça a été fait il y a quelques années. C'est vrai, on a eu le privilège ici à la Chambre de commerce de Tunis de créer ce réseau. Bon, le réseau est composé de veilleurs, donc il faut avoir des gens qui peuvent collecter ces informations. Et par la suite, vous avez des gens qui peuvent analyser ces informations et puis surtout, les mettre sous forme exploitable pour les entreprises. Donc, ce projet a été initié par nos amis suisses qui nous ont financé à l'époque. Et donc, nous, l'idée, c'était effectivement de le développer à l'échelle africaine. Et moi, j'ai eu l'occasion, lors d'une assemblée générale de la CPCCAF, c'était en 2012, à Kinshasa, de proposer de créer un réseau africain de l'intelligence économique, parce que c'est ça l'intérêt, c'est qu'on puisse échanger des informations et pour avoir des informations. Parce qu'aujourd'hui, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, un des problèmes importants pour le développement de la coopération franco-africaine et de la coopération en général, c'est la disponibilité de l'information économique. Très souvent, on est incapable de connaître quelles sont les opportunités qui se présentent aux uns et aux autres. On est incapable de pouvoir les identifier et de pouvoir les mettre à la disposition de l'entreprise économique, qui est souvent une PME et qui n'a pas forcément les moyens d'avoir des veilles et d'avoir un suivi permanent. Donc, l'expérience de la Chambre de Tunis, bon, malheureusement, à l'époque, elle ne s'est pas produite faute de moyens, parce que ça nécessite des moyens importants. Mais je pense que par la suite, avec la création que nous avons fait de la plateforme Tunisia Trading, qui en ce moment, on est en train de la basculer à Africa Trading, et pour permettre d'échanger des informations et permettre à toutes les entreprises africaines de pouvoir poster, de pouvoir informer, de pouvoir chercher des partenaires et des partenaires utiles. Et voilà. Voilà, on va maintenant. Donc, de pouvoir chercher des partenaires. Donc, Africa Trading qui bon, nécessite quelques améliorations, nécessite quelques modifications. Je pense que c'est un outil qui est très important. Nous l'avons développé à l'époque avec le soutien de l'ambassade des États-Unis ici à Tunis, qui nous a aidé à créer cette plateforme Tunisia Trading. Aujourd'hui, l'effort de la Chambre de Tunis, c'est de basculer de Tunisia Trading à Africa Trading pour pouvoir échanger de ces informations et pour pouvoir être au diapason. Ce qui est important réellement, c'est que il y a la partie théorique, bien sûr, mais il y a une partie pratique et l'entreprise s'intéresse surtout au côté pratique et au côté fluidité de l'information, au côté exploitabilité de l'information. Très bien, merci beaucoup, Président, de ce. Je vais laisser peut-être réagir nos deux autres intervenants, Hichem El-Fil ou Kaïs Selami, sur ce qui a été dit, pour terminer peut-être par quelques échanges sur l'avenir et sur les évolutions à mener pour l'intelligence économique en Tunisie, où il y a eu ici, là déjà, dans vos propos, quelques notes intéressantes et quelques points justement pour l'avenir et pour les choses à améliorer. Oui, François, si je peux rebondir. Bien sûr. Oui, d'accord. Donc, sans pour autant que ce soit peut-être le mot de la fin, mais je reste persuadé que toutes les initiatives qui ont été mises en œuvre depuis plus d'une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années en Tunisie, et que, comme vous le constatez, elles sont assez disparates, même si elles sont d'une pertinence avérée. Je demeure quand même convaincu que la cristallisation et, comme l'a dit, si bien dit Madame Chichti, la formalisation du concept de l'intelligence économique en Tunisie doit être urgemment initiée ou établie, notamment à travers la création d'une agence nationale d'intelligence économique. Donc, je pense que cette agence nationale d'intelligence économique
disons, les tenants et les aboutissants pourraient être inscrites dans le cadre d'un partenariat public-privé, je ne sais pas, mais en tous les cas, l'institutionnalisation de l'intelligence économique ne pourrait se développer qu'à travers la création d'une agence nationale d'intelligence économique et une législation et une réglementation qui fassent en sorte à ce que l'État appuie le développement de l'intelligence économique tant dans la sphère publique que dans la sphère privée. Et nous ne réinventons pas la roue, on fait juste à l'instar de ce qu'ont fait d'autres pays, et notamment la France, en créant la délégation ministérielle de l'intelligence économique, les délégués ministériels de l'intelligence économique, etc., etc. Et puis par la suite, la déclinaison de cette intelligence économique au niveau des régions à travers le développement d'une intelligence territoriale, etc. Donc, je pense que la Tunisie, aujourd'hui, est assez mûre pour pouvoir franchir ce cap de l'institutionnalisation du concept de l'intelligence économique et avec adossé à une législation et une réglementation qui fasse en sorte à ce que l'intelligence économique puisse devenir non pas seulement un levier volontariste, mais un levier de développement économique adossé à une stratégie de développement. Tout à l'heure, j'écoutais M. Selami, à juste titre, qui disait que la diplomatie économique faisait partie, bien évidemment, du concept du lobbying, mais quand on parle de lobbying, on parle de stratégie. Et quand on parle de stratégie notamment économique, et donc l'intelligence économique. Le lobbying, ce n'est qu'un pilier et ce n'est qu'un des piliers de l'intelligence économique. Donc aujourd'hui, la Tunisie s'inscrit aussi dans un développement de diplomatie économique sans pour autant avoir mis en place, et du moins c'est ce que je ressens, sans pour autant avoir mis en place une stratégie de diplomatie économique. Donc l'intelligence économique, là, et le rôle de l'intelligence économique, c'est de pouvoir fédérer toutes ces initiatives et faire en sorte à ce qu'il y ait une synergie entre les initiatives éparses aujourd'hui et entre, disons, la stratégie à mettre en œuvre dans le cadre du développement de l'État tunisien. Voilà. Merci. Pour info, l'année dernière, aux assises à Abidjan, il avait été évoqué l'idée d'une fédération ou d'un groupement ou d'une association des agences nationales d'intelligence économique francophones à travers, pourquoi pas, la France, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, et la Tunisie, le Maroc et autres. Peut-être que justement, l'ensemble de ces échanges pourront aboutir un jour à cela pour aider justement aux bonnes pratiques. Est-ce que l'un ou l'autre des autres participants veulent intervenir, éventuellement Mme Turki ou M. Selami? Moi, je vais rejoindre encore une fois ce qu'a dit Hichem et ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, on ne peut pas travailler sur un seul volet pour avancer à ce niveau d'intelligence économique. Il faudra institutionnaliser absolument, réformer cette discipline pour avancer en parallèle. Nous, on a commencé par le bas de la pyramide, mais le haut de la pyramide est aussi important pour soutenir ces activités ou ces initiatives au niveau académique ou autre. Donc, il faut absolument travailler sur ça, peut-être bien sur le partenariat public-privé. Il faut que le public soutienne le privé, tel que la Chambre de commerce le fait, par exemple, mais d'une façon encore plus structurée, plus formalisée. Pourquoi pas mettre des réglementations, un cadre juridique pour ces pratiques. Donc, absolument, moi j'insiste absolument sur ce volet d'institutionnalisation et de réforme de l'intelligence économique en Tunisie, et aussi l'échange, pourquoi pas l'échange entre les pays africains et travailler sur des modèles africains d'intelligence économique, tels que, comme vous l'avez dit, pour multiplier les agences ou faire en sorte qu'il y ait une structure qui chapeaute ceci. Donc, oui, il faut institutionnaliser. Est-ce que M. Selami voulait rajouter quelque chose? Je pense, voilà, de mon côté, je pense que tout a été dit et voilà, il y a différentes juste pour rajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit M. Selami, moi, je crois absolument que l'infrastructure
technologique numérique en Tunisie, ça prête vraiment à ce genre de pratique parce que réellement, nous avons un certain, comment dire, une bonne infrastructure technologique et la pratique de ces disciplines impose d'avoir un minimum d'infrastructure qu'on a. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'on n'a pas de problème d'infrastructure technologique. On peut avancer, on peut travailler avec ce qu'on a. Voilà. Oui, donc, en fait, moi, je voudrais insister encore une fois sur ce dont j'ai parlé, hein, l'intelligence économique partagée et commune entre le public et le privé, déjà, et ensuite entre les pays africains aussi. Donc, là, encore une fois, à travers justement un levier numérique et technologique qui est tout à fait possible, aussi bien en Tunisie qu'entre les pays arabes, donc entre les pays africains, pardon, et donc cette plateforme numérique d'intelligence économique, plateforme d'intelligence économique qu'on peut avoir et avec qui soit tout à fait innovante, qui peut vraiment utiliser toutes les potentialités du big data, de l'intelligence artificielle pour avoir des informations de n'importe où on est en Afrique, sur n'importe quel domaine d'activité, secteur d'activité ou un pays tiers. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait réalisable, et bien à travers les compétences que nous avons en Tunisie ou même dans différents pays d'Afrique. Tout à fait possible. Donc ça peut être vraiment une action qui peut être menée par ces assises, ou l'organisation panafricaine d'intelligence économique, et elle peut être aussi soutenue, encore une fois, comme je disais, donc par la BAD, par l'Union africaine. Merci à tous les quatre de ces différentes interventions et de l'ouverture de ces assises avec l'exemple tunisien et tout ce qui a pu se faire jusqu'à présent dans le pays. Même si on voit, vous disiez, il reste des choses à faire, il reste de la volonté de réglementer, de fédérer, de travailler ensemble. Mais bravo en tout cas pour les différentes initiatives que vous représentez mutuellement et merci de cette intervention. Si vous n'avez pas de choses à ajouter, on va passer à une deuxième table ronde, prendre peut-être 5 minutes de pause, le temps de faire venir les autres intervenants. Une autre table ronde qui est dédiée à la souveraineté économique africaine. Là aussi, un sujet qui revient souvent sur les sujets d'intelligence économique et de sécurité économique et dont l'actualité récente liée au Covid a montré quelques points importants. Merci beaucoup à tous les quatre et peut-être à plus tard dans la journée sur ces assises en ligne. Je vous propose donc de prendre 5 minutes de pause, le temps de faire venir nos autres intervenants et je vous dis à tout de suite.